Je m'appelle Harold Doyle. Quand j'étais enfant, je croyais fermement que le monde était prévisible et juste. Je pensais que si quelqu'un faisait le mal, c'était immédiatement évident, et que le mal ne pouvait pas se cacher pendant des années dans les profondeurs des sombres projets de quelqu'un. Mais mon grand-père, Daniel Doyle, qui a servi dans les services de renseignement alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, a porté toute sa vie un secret dans son âme qui, même chez lui, dans le confort de sa propre maison, le mettait souvent mal à l'aise. Au début, moi, jeune homme simple d'une ville tranquille, je n'ai pas soupçonné que mon grand-père gardait un lourd souvenir. Il n'allait pas au défilé de la victoire, ne parlait pas de ses récompenses, ne montrait pas ses photos de combat. Tout le monde savait que c'était un héros qui avait traversé l'Europe et en était revenu avec quelques honneurs. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui rendait tout le monde nerveux autour de lui. Ma grand-mère disait qu'il avait vu trop de morts et qu'il avait du mal à oublier les horreurs du front. Pendant un certain temps, j'ai cru qu'il s'agissait de batailles, des histoires de guerre ordinaires, bien qu'effrayantes. Mais il s'est avéré que c'était beaucoup plus profond que cela. Lorsque j'ai eu 18 ans, mon grand-père m'a soudain dit un jour « Assieds-toi, Harold, parlons sérieusement. » Nous étions assis sur le vieux canapé du salon, des flocons de neige tourbillonnaient à travers la fenêtre alors que la soirée d'hiver s'abattait sur notre maison et que les lumières s'allumaient dans le quartier. Grand-père ne quittait pas des yeux les bûches qui flambaient dans la cheminée. « Le temps est venu, dit-il à voix basse, pour vous de savoir que toutes les guerres ne sont pas qu'une affaire de chars et de balles. Parfois, lorsque la science et la folie se croisent, quelque chose de plus sinistre que n'importe quelle armée ennemie voit le jour. Je l'ai vu de mes propres yeux, et plus d'une fois, j'ai voulu en parler publiquement, mais je me suis rendu compte que les gens ne le croiraient pas, et que s'ils le faisaient, cela ne ferait qu'empirer les choses. J'ai ressenti un frisson froid au plus profond de moi. Les mots de mon grand-père étaient trop tendus. Il ne m'avait jamais parlé ainsi. Et puis, sous le feu crépitant de la cheminée, j'ai écouté son incroyable récit, découvrant pas à pas le mystère du laboratoire secret que son groupe avait trouvé en Pologne en avril 1945. Ce récit recèle une véritable horreur que l'on ne peut excuser par des prétextes ou par le scepticisme. De l'extérieur, il semblait que la Grande Guerre se terminait, que l'ennemi battait en retraite et que les Alliés fêtaient une victoire rapide. Mais dans les profondeurs des ruines polonaises, comme je l'ai appris des paroles de mon grand-père, quelque chose était encore à l'œuvre qui pouvait effrayer même les soldats les plus intrépides. Car là, on avait osé s'aventurer dans les recoins les plus interdits de la nature. On avait décidé de faire de la sauvagerie du loup et de l'esprit humain une seule et même créature. D'après mon grand-père, en l'an 45, il faisait partie d'un groupe de reconnaissance allié qui recevait des missions spéciales de la part du commandement. Parfois, ils étaient envoyés au plus profond des territoires, récemment repris aux nazis pour collecter des documents, capturer des officiers d'état-major ou découvrir les secrets techniques ou scientifiques que les unités en retraite cachaient. La plupart des soldats ignorent l'existence de ces missions, car elles sont strictement confidentielles. C'est ainsi qu'au début du mois d'avril 1945, mon grand-père et son escouade reçurent un ordre. Pénétrer dans une zone reculée de Pologne où, selon les informations des agents, se trouvait un objet camouflé. Au début, tout le monde pensait que l'installation pouvait être utilisée pour développer des explosifs ou des armes chimiques. On leur a dit de procéder avec prudence, car à tout prix, le groupe devait garder des secrets pour ses propres membres. Le détachement se compose de 10 hommes, 6 soldats expérimentés qui ont traversé l'Italie et la Normandie, 2 interprètes, un expert en explosifs et grand-père lui-même.
qui travaille avec des documents et des cartes, car il sait lire l'allemand. Le chef d'escouade était le capitaine Michael Jeffries, un officier coriace qui n'avait pas peur d'aller de l'avant si la situation l'exigeait, mais qui n'aimait pas non plus se précipiter dans un assaut sans plan. Ils conduisent 2 camions sur des routes défoncées. Autour d'eux s'étendent des villages abandonnés, dont les habitants se cachent ou s'enfuient, et les soldats voient des traces d'anciennes batailles. Mais le plus frappant, c'est autre chose. Dans le village où ils sont arrivés, des rumeurs circulent sur l'existence, non loin de là, d'un domaine étrange où l'on entend des cris sinistres la nuit. Les paysans locaux ne voulaient pas en parler, regardant autour d'eux avec crainte et disant que des choses diaboliques s'y passaient. Bien entendu, le capitaine Jeffries n'accordait pas beaucoup d'importance à ces rumeurs de cris nocturnes et de fantômes. Grand-père, lui aussi, pensait à l'époque que les paysans étaient simplement effrayés par les combats, et que leurs récits étaient peut-être exagérés. Mais plus la colonne s'approchait du bon endroit, plus l'atmosphère devenait tendue. L'un des combattants remarqua la forêt autour d'eux, qui donnait l'impression que les arbres s'étaient desséchés de l'intérieur et que leurs branches étaient dénudées, alors que le printemps avait déjà commencé à s'installer. À la vue de ce paysage si étrange, les hommes commencent à se sentir nerveux. Vers le soir, ils arrivèrent enfin à destination. Devant eux se trouvait un bâtiment assez grand, qui ressemblait à un manoir ou à un château, avec des murs massifs. Pas une seule lumière ne brillait à l'intérieur. Il semblait vide, mais le capitaine, après avoir vérifié les cartes et les informations qu'il avait reçues, déclara avec assurance « Il y a bien des structures souterraines ici. La question est de savoir si elles sont vides ou non. Les soldats se préparent à l'infiltration en vérifiant leurs armes et leur équipement. Grand-père dit que tout ce qui se trouvait dans la cour du manoir avait l'air mort. Seule une odeur vague et faiblement perceptible, comme un mélange de cendres et de chair racise, s'élevait de quelque part. En fouillant quelques pièces de l'aile principale, ils ne trouvèrent pas âme qui vive, mais seulement les signes d'un départ précipité, des boîtes de papiers abandonnées, des flacons cassés, et, sur une table, des notes en allemand sur le projet Tête de loup. Tandis que grand-père feuilletait ses papiers survivants, ressentant un désagréable frisson dans l'âme, ses camarades se dirigèrent vers l'escalier qui descendait. Là, une bouffée d'air humide mêlée à l'odeur âcre du formol les assaillit. C'était clair, la partie la plus importante du laboratoire se trouvait au sous-sol. Le capitaine fait signe à tout le monde et les hommes s'enfoncent dans les profondeurs. Se souvenant de cette descente, mon grand-père raconte « C'était comme un rêve, un mauvais rêve, où vous marchez dans le couloir, et les murs gémissent du mal accumulé. Les murs du sous-sol étaient en pierre, mais des tuyaux métalliques sortaient des générateurs et menaient aux chambres. Dans le couloir, de faibles lampes brûlaient, scintillant de façon irrégulière. C'était comme si l'électricité était encore fournie par une source autonome. Le vide environnant était sinistrement éloquent, comme si ceux qui travaillaient ici avaient quitté les lieux il y a quelques heures à peine. Le capitaine a ordonné que nous nous séparions en 2 groupes. Le premier, mené par le capitaine et mon grand-père, se dirigea vers la gauche, vers ce qui semblait être une salle d'opération ou un laboratoire, tandis que le second se dirigea vers le couloir de droite, où les portes étaient barricadées, mais où l'on pouvait entendre des grincements sourds. La communication était maintenue par de courtes conversations, mais à l'intérieur du sous-sol, l'audition était mauvaise et le signal radio était à peine perceptible. Lorsque le grand-père et les autres sont entrés dans la vaste pièce, la première chose qu'ils ont ressentie a été la fente dans leurs yeux, causée par le mélange d'odeurs chimiques. Sur une longue table se trouvaient des instruments, scalpels, aiguilles, pinces, colas à épiler, pinces et
à certains endroits, du sang séché était visible. Il y avait de grands récipients contenant un liquide trouble dans lequel flottaient des organes ou des morceaux de tissu incompréhensibles. Grand-père s'est approché d'un cylindre et a éclairé la lanterne. On aurait dit qu'une patte de loup pendait à l'intérieur, mais on avait l'impression qu'elle avait été recollée avec les os d'une main humaine. On pouvait voir des points de suture, des épingles métalliques. Quelques soldats, qui avaient évu le front, étaient encore essoufflés. L'un d'eux jura, un autre faillit lâcher son arme. Ce type d'expérimentation dépasse toutes les limites, quel que soit le cynisme des militaires. Ils n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle les expérimentateurs nazis avaient eu besoin de coudre de la chair humaine à de la chair de loup, et qui plus est d'une manière aussi laide. En examinant plusieurs dossiers posés près de la table d'opération, Grand-père découvre des références au projet Tête de loup qui parle de préserver la conscience humaine par l'introduction de tissus de loup et d'une sorte d'expérience de fusion génétique. Les pages étaient remplies de termes compliqués, de graphiques, mais mon grand-père avait compris une chose. Les nazis essayaient de créer un lien entre l'homme et la bête, peut-être dans l'espoir d'obtenir un soldat qui ne connaîtrait pas la peur, ou une arme démente. Au fond de la salle se trouvait un compartiment fermé, d'où provenait un grognement qui donna la chair de poule à tout le monde. Le capitaine pointa résolument la porte, exigeant qu'on l'ouvre, mais 2 soldats marmonnèrent. « Il y a peut-être des bêtes là-dedans, il faut être prudent. » Ils tirent fort le loquet, se placent en demi-cercle et se précipitent à l'intérieur. Un tableau effroyable s'offre alors à eux. Des cages courent le long du périmètre de la pièce, chacune recouverte d'une grille métallique. À l'intérieur étaient assises ou allongées d'étranges créatures, ressemblant de près ou de loin à des loups malades ou à des humains défigurés, recouverts de lambeaux de laine. Et le plus effrayant, ces créatures levaient la tête. Elles avaient des visages d'animaux, mais leurs yeux semblaient presque humains. Grand-père se souvient que l'un des soldats, le plus robuste, a failli lâcher sa mitrailleuse en voyant l'une de ces créatures qui, à la vue des gens, se dressait sur ses membres postérieurs comme un homme, mais conservait une tête de loup et des pattes avant munies de longues griffes. Les points de suture sur son torse trahissaient l'intervention du diable. Il semblait que là où la peau humaine s'arrêtait, les poils de loup commençaient. Et le regard de la créature était plein d'une agonie inconnue, et, comme s'il réalisait qu'il était humain, plusieurs cages sont vides. La question se pose. Où sont passées ces créatures? Peut-être erraient-elles quelque part dans les labyrinthes du sous-sol. Cette idée me rendait malade. Ces créatures pouvaient attaquer à tout moment. Mais ceux qui se trouvaient dans les cages ne se jetaient pas sur les barreaux. Ils se contentaient de hurler ou de s'asseoir apathiquement. Soudain, dans le coin le plus éloigné, derrière les barreaux, le commandant aperçoit un corps en blouse blanche, manifestement sans signe de vie, peut-être l'un des médecins ou des assistants. Il semblait que les hybrides l'avaient là tué, en lui arrachant la gorge, à en juger par les traces de sang. L'image était désagréable, mais elle confirmait que certains des monstres avaient réussi à s'échapper. La question était de savoir combien d'entre eux couraient encore dans ces couloirs. Les soldats se regardèrent les uns les autres, ne sachant que faire de ceux qui se trouvaient dans les cages. Certains dirent « Ce ne sont pas des expériences humaines. Il faudrait peut-être les tuer pour qu'ils ne souffrent pas. » Un autre objecte « Et si ces créatures sont encore sensibles, peut-on les sauver ?» Le capitaine prend un air sombre. « Nous n'avons pas la possibilité de faire la part des choses. Nous devons trouver les documents et partir avant que quelque chose de pire n'arrive ici. » Mais grand-père estimait que laisser ces hybrides, martyrs ou monstres, c'était les condamner à une terrible agonie,
Alors qu'ils se concertent dans les cages, une rafale de mitraillettes et un cri retentissent dans le couloir. Le deuxième groupe qui était parti sur la droite avait visiblement rencontré quelque chose. Le capitaine ordonne « Suivez-moi !» Le grand-père et 3 autres personnes s'élancèrent à leur suite. Après avoir parcouru un court couloir, ils arrivèrent à une porte derrière laquelle se trouvait une autre section de laboratoire. Là, à la lumière des lampes vacillantes, ils virent 2 de leurs combattants assis contre le mur. L'un d'eux gémissait, un chiffon ensanglanté à la main, l'autre visait quelque part dans les profondeurs de la pièce, où l'on entendait de fortes respirations. Un instant encore, et une silhouette glisse sur le sol. Mon grand-père se souvient, elle était plus grande qu'un homme, tout en restant mince, comme un loup sur ses pattes de derrière. Mais les épaules étaient massives, avec des excroissances osseuses saillantes, le visage tout à fait bestial, sanguinolent. Mais les yeux, éclairés par les lampes, lisaient de l'intelligence, un terrible mélange de rage et de bon sens. Et ses yeux nous regardaient comme si nous étions des ennemis ou des proies. La créature s'est élancée, mais elle a été touchée par des rafales de mitrailleuses. Le capitaine dit de tirer pour tuer, n'épargnez aucune balle. Explosion de tir, éclair, cris. Finalement, le monstre s'effondra, secouant ses pattes arrière et exhalant les dernières de bribes d'un sinistre grognement. Le sol autour de lui était couvert d'une flaque rouge sombre. L'un des combattants eut le courage de s'approcher et de s'assurer que la bête était bien morte. Tout le monde expire, mais l'épisode choque tout le monde. C'était la confirmation que certains hybrides ne vivaient pas seulement dans des cages, mais se promenaient librement dans les labyrinthes, capables d'attaquer et de tuer. Il était désormais clair que l'endroit était extrêmement dangereux. Mais le commandant ne veut pas partir sans l'objectif principal, les documents. Il fallait comprendre à quel point ces travaux avaient atteint leur but, afin de ne pas laisser à l'ennemi l'occasion de recommencer. Grand-père, en tant qu'interprète, s'approche de la longue étagère de dossiers, les feuillette, essayant d'en saisir l'essentiel. Il vit des descriptions de procédures insensées qui parlaient de stimulation de l'hormone du loup, de greffe d'aide de matière osseuse et même de préservation de l'intelligence humaine par la rage bestiale. Les dossiers mentionnaient un certain Dr Stalfeld qui n'hésitait pas à mener des expériences sur des prisonniers de guerre en recousant de force des parties du corps avec des parties de loup. J'ai eu froid dans le dos. Grand-père se dit quelle perversion de la pensée doivent avoir les gens pour oser faire une chose pareille? Mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Le capitaine avait fixé une mission, rassembler tous les matériaux survivants, fouiller les pièces et se préparer à battre en retraite. Nous ne pouvons pas rester ici. Ces choses sont imprévisibles, résume-t-il. Alors que les soldats rassemblent ce qu'ils peuvent, grand-père entend une voix étouffée derrière la porte. Il fit signe à l'un de ses camarades et, ensemble, ils se dirigèrent vers une porte étroite qui donnait légèrement sur le côté de la salle principale. De l'arrière, il semblait y avoir un murmure en allemand, quelque chose comme « Aidez, ne tuez pas ». Le grand-père se dit qu'il y a peut-être encore une personne vivante à l'intérieur, peut-être un sujet d'expérience ou le scientifique lui-même. Lorsqu'ils ont ouvert cette porte, ils se sont retrouvés dans un petit entrepôt où se trouvaient des boîtes de médicaments, des flacons contenant des liquides. Dans un coin, à même le sol, un homme maigre en blouse blanche déchirée se tordait de douleur, le bras bandé et le visage meurtri. Le grand-père, qui connaît l'allemand, lui demande de s'expliquer. L'homme répondit d'une voix tremblante qu'il n'était pas le médecin en chef, mais seulement un assistant. Il dit qu'il s'appelle Walter et que les créatures se sont soulevées lorsque certaines restrictions ont été levées et que le médecin-chef s'est enfui
en laissant tout le monde derrière lui. Il voulait créer une nouvelle race de guerriers, murmura Walter en saisissant son épaule douloureuse. La cruauté animale et l'intelligence humaine. Mais c'est allé trop loin. Beaucoup de morts ont été recousus. On a essayé de les ranimer avec un mélange d'organes. Ces expériences sont contre nature. J'ai essayé d'avertir, mais j'ai été forcé. Le docteur Stalfeld a affirmé que le loup était le prédateur le plus fort parmi les animaux et que l'homme est l'espèce la plus insidieuse. Si vous combinez ces caractéristiques, vous obtenez le parfait combattant pour le front. Le grand-père écoute avec horreur. Les deux soldats échangent mais des regards sombres. Les gens qui avaient méconçu un tel projet étaient hommes capables de tout. L'un des soldats voulut abattre Walter en disant qu'il était un serviteur des nazis. Mais le grand-père dit « Attendons, il peut encore s'enfuir. Attendons, il peut nous donner plus d'informations. » Cependant, leur conversation fut interrompue par un rugissement qui résonna dans les couloirs. Plusieurs monstres semblaient hurler en même temps. Le son ressemblait à la chasse d'un loup, mais il avait un accent impensable pour de simples bêtes. Walter devint pâle. « Ils arrivent. Ils ont senti l'odeur de nouvelles victimes. » L'escouade comprit qu'il fallait sortir immédiatement. Le capitaine réunit tout le monde dans le couloir central. Ils réussirent à établir un contact radio avec les gens de l'étage, qui dirent que tout était calme autour du domaine pour l'instant, mais que quelqu'un gardait les abords de la forêt. Il était probable que d'autres hybrides avaient réussi à s'échapper et erraient dans les environs. Le capitaine prit alors une décision. « Maintenant, nous évacuons vers les voitures et nous partons. Mais le laboratoire doit être détruit, afin qu'aucune trace ne parvienne aux ennemis et que de nouveaux monstres n'en sortent pas. » Le soldat bombardier commença à poser des explosifs aux endroits les plus vulnérables du sous-sol, afin que tout s'effondre. Mais bientôt, une nouvelle série de coups de feu et de cris retentit dans l'un des compartiments latéraux. 2 soldats y étaient entrés en collision avec un autre hybride. Grand-père, qui s'est précipité à la rescousse, assiste à une scène saisissante. Ce monstre se tient sur 2 jambes et retient une personne accroupie contre les barreaux de la cage. Il semble s'agir d'une autre tête de loup, mais plus faible ou à moitié morte. Il s'agissait peut-être d'une lutte pour le territoire. Les soldats ouvrent le feu et, en un instant, le couloir est baigné de sang. Pendant ce temps, des gémissements et des hurlements retentissent dans les cellules. Certaines créatures avaient manifestement compris que des explosions et des balles se préparaient ici, et leur rugissement pitoyable avait emmené quelque chose de suppliant. Grand-père dit que son cœur se brise. Et si ces choses se sentent encore humaines, mais ne peuvent-ils pas l'exprimer autrement qu'en hurlant? Le capitaine est catégorique. Soit nous partons maintenant, soit nous mourrons avec ces créatures. Personne ne s'y opposa, car la mort de leurs amis avait déjà montré à quel point les hybrides étaient et dangereux. Ils ne pouvaient être pris à main nue, et il n'y avait aucune raison de rester ici indéfiniment. De temps en temps, un grognement secouait le couloir, et tout bruit les faisait frissonner. Walter, effrayé, suivit les soldats, espérant de la pitié. Grand-père tente de soutenir l'homme, conscient qu'il pourrait être un témoin précieux, même s'il est impliqué dans un crime. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, ils tombèrent sur 2 autres monstres. L'un d'eux, plus petit que les autres, mais à l'allure particulièrement féroce, s'élança sur le capitaine, qui parvint miraculeusement à l'abattre de justesse. Le monstre s'effondra de ses blessures, déchirant le sol de pierre avec ses griffes. L'autre hybride passa en courant, gémissant comme s'il était blessé, et disparut au coin de la rue. Peut-être avait-il attendu un moment pour sortir après le départ des humains. Enfin, l'escouade aperçut les escaliers menant aux portes de l'extérieur. Ils sentirent l'air frais, après avoir
échapper à la puanteur du donjon. Dehors, le crépuscule s'épaississait. De gros nuages promettèrent de la pluie, et les regards des soldats se croisaient dans l'ombre, craignant que les hybrides ne soient déjà sortis. Cependant, la cour était silencieuse. Seuls quelques bruitards parasites se faisaient entendre au loin. Les soldats aidèrent les blessés à monter à l'arrière d'un des camions, récupérèrent les dossiers sauvés, les flacons, les plus importants, et Walter qu'ils avaient nié l'intention d'interroger minutieusement. Le grand-père se souvient qu'il s'est senti anéanti. Je savais que dans la cave, il y avait des créatures sans défense derrière des barreaux, et peut-être d'autres qui erraient dans des couloirs secrets. Mais les ordres étaient les ordres, et nous n'avions ni le pouvoir, ni les connaissances nécessaires pour les aider. Et certains d'entre eux ont peut-être conservé une intelligence de niveau humain. Lorsque tout le monde fut installé dans sa voiture, le commandant fit un signe. Le bombardier appuya sur un bouton et, quelques instants plus tard, une explosion assourdissante se produisit. Les murs du manoir tremblèrent et le sol jaillit sous les fondations, projetant poussière et pierres. Une seconde explosion reprit la vague, et un grondement se propagea sur le pourtour de la cour. Grand-père dit avoir entendu les voûtes s'effondrer à l'intérieur du bâtiment et le sous-sol labyrinthique s'écrouler. Il a imaginé la vague d'explosions balayant les cages, les tables, les vilains spécimens, et arrachant avec elles ceux qui étaient restés en bas. Certains soldats se sont croisés après coup. Personne ne s'est réjoui de la destruction de ces créatures, mais tout le monde a compris. Il n'y avait pas d'autre solution. Cet endroit, comme l'a admis mon grand-père, aurait dû être maudit et oublié, car son existence incarnait la facette la plus sombre de l'esprit humain. Plus tard, l'escouade s'est heurtée à la bureaucratie et au secret. Tous les documents qu'ils ont réussi à sortir ont été immédiatement confisqués par des membres du quartier général allié qui ont déclaré qu'il s'agissait d'informations extrêmement importantes et qu'il était inadmissible de les divulguer. Les soldats ont reçu l'instruction tacite de ne jamais donner de détails à qui que ce soit. Walter est interrogé et la rumeur veut qu'il ait disparu par la suite, peut-être jugé ou utilisé pour transmettre l'information. Grand-père pensait que l'affaire allait être classée, mais les cauchemars ne le lâchent même pas. Il rêvait de couloirs dans lesquels se promenaient des ombres mi-humaines, mi-bêtes, et Dieu qui le regardait avec un reproche muet. « Pourquoi as-tu été abandonné? Et si on avait pu le sauver ?» Il rêva d'une silhouette de femme dans une cage, haletant entre le grognement d'un loup et le « au secours » d'un humain. De retour dans son pays natal, grand-père n'arrive pas à parler calmement de la guerre. Lorsqu'on lui demandait « Comment avez-vous combattu ?» il se contentait de phrases courtes et générales comme « J'ai vu des horreurs, mais tout est parti ». La célébrité d'un héros ne lui plaisait pas, il essayait de se cacher de l'attention humaine. Parfois seulement, dans son sommeil, il sursautait soudain et criait à propos de loups à l'esprit humain, de crocs et de griffes fusionnés avec de la chair humaine. Ma grand-mère m'a raconté que mon grand-père se réveillait en sueur froide et demandait de fermer la cage, de ne pas la laisser sortir. Les années ont passé. Officiellement, personne n'a confirmé l'existence du projet Tête de loup. Lorsque les archives furent progressivement ouvertes, elles ne contenaient que des données fragmentaires sur des recherches biologiques et les travaux d'armement nazis. Aucune mention directe de créatures hybrides ne fait surface, ou alors elles sont soigneusement dissimulées. Des générations ont passé, mais cette histoire était restée dans les profondeurs de la mémoire de mon grand-père, comme une blessure brûlante qui ne s'apaise pas. Aujourd'hui, lorsque son petit-fils, transmets cette histoire, je me rends compte qu'elle est pleine de moments où n'importe quel sceptique pourrait dire « cela n'est pas arrivé ».
ou c'est le fruit de l'imagination. Mais j'ai vu les yeux de mon grand-père le soir où il a raconté cette histoire. Ce n'était pas un désir de se montrer ou de faire peur, mais un lourd fardeau dont il voulait se libérer. Et je n'ai personnellement aucun doute sur le fait qu'il disait la vérité. Peut-être que de telles expériences n'ont laissé que des cendres après les explosions dans le sous-sol polonais. Mais il m'arrive d'entendre des histoires étranges provenant des banlieues européennes, des voix humaines perçant les hurlements des loups de la nuit, des os nus retrouvés dans de vieilles ruines. Et mon cœur se serre. Je ne prétends pas que des hybrides ont survécu et errent dans les forêts abandonnées, mais si c'était vrai, je n'en serais pas surpris. L'idée la plus effrayante n'était peut-être pas celle des monstres eux-mêmes, mais l'idée que des gens pourraient sortir naître avec l'idée de super-armes, basée sur des êtres vivants mutilés. Si, au cours d'un tel massacre mondial, un médecin a décidé de prendre un loup et un humain et de les coudre en une seule forme, comment savoir si le temps ne viendra pas où quelqu'un, dans une nouvelle ère, essaiera d'élever un hybride encore plus horrible? Grand-père Hello est mort au début de l'année, entouré de sa famille, mais avant la fin, il disait souvent « Fermez les portes, ne les laissez pas entrer ». Comme s'il craignait jusqu'au bout que des têtes de loup aux yeux humains ne reviennent le chercher. Parfois, il appelait ce Walter, lui demandant s'il avait révélé la vérité au monde, et souhaitait avoir sauvé au moins un hybride intelligent qui semblait savoir demander de l'aide. Quant à moi, après mûre réflexion, j'ai décidé que cette histoire devait être écrite. Après tout, de telles choses ne peuvent être effacées de la mémoire, même si elles n'ont jamais été officiellement reconnues. Le monde se trouve sur une ligne étroite entre la civilisation et une sauvagerie inimaginable, et parfois, les gens brisent les barrières, eux-mêmes, jouant à Dieu, faisant appel aux méthodes les plus inhumaines pour obtenir des victoires fantomatiques. Le laboratoire de Pologne n'est qu'un exemple des limites que l'esprit peut atteindre lorsqu'il est soumis à la folie. La nuit, il m'arrive d'entendre dans mon sommeil un long hurlement, où l'on distingue l'ombre de syllabes. Et c'est comme si quelqu'un, dans la pénombre, demandait « Ne nous laisse pas ». Je me lève avec des sueurs froides, remerciant le destin d'habiter une maison sans sous-sol. Mais inconsciemment, je sais que quelque part dans les profondeurs du passé, il y a ceux que nous n'avons pas sauvés. Ou peut-être que quelqu'un s'en est sorti et qu'il rôde encore aujourd'hui. Lorsque j'entends parler d'empreintes étranges, retrouvées dans des contrées reculées, de bétail rongé comme par un loup, mais portant l'empreinte de membres étranges, je frissonne en silence. Serait-ce un écho de ce que mon grand-père et ses soldats ont accidentellement libéré ou n'ont pas réussi à détruire? Voilà qui conclut mon histoire. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez immédiatement à tous les détails. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas parce que la Grande Guerre est terminée que tous les cauchemars ont disparu avec elle. Certains d'entre eux restent enfouis dans les ruines des laboratoires, dans les expériences des survivants et dans les archives qualifiées de secrètes. Parfois, la pire des horreurs n'est pas une horde d'ennemis, mais les fruits tordus d'une science soumise à la folie. Mon grand-père avait l'habitude de me montrer des photos de certains documents, pas ceux qu'il a remis à ses supérieurs, mais quelques instantanés. On y voyait le schéma d'une figure humaine avec une tête de loup et les mots signés en allemand. Fusion des tissus réussis, l'esprit reste instable. J'ai déjà vu ces images, même si elles ne sont pas très claires, mais il est tout de même possible de reconnaître certains mots. Cela me suffit pour savoir qu'il ne s'agit pas d'une histoire de chasse. Vous connaissez maintenant l'histoire telle qu'elle m'est parvenue. Mon grand-père voulait que je comprenne que la guerre peut faire surgir ce qu'il y a de plus dégoûtant en l'homme, et que cela prend parfois des formes tout à fait inhumaines. Que cette terrible histoire serve d'avertissement. Toutes les inventions et tous les projets nés dans l'esprit des militaires et des scientifiques
ne reste-t-il pas au stade de la rumeur. Et même si vous ne trouverez pas d'aveu sur des hybrides à tête de loup et aux yeux humains dans les sources officielles, ma conscience me dit que cela a existé et que mon grand-père a eu le courage de le raconter. Le silence m'enveloppe alors que je termine ces lignes. L'image d'un couloir trempé d'humidité et de sang, de cages avec des monstres misérables qui vous regardent avec un espoir désespéré, me vient à l'esprit. Et je me dis, mon Dieu, si mon grand-père avait là eu la possibilité de changer les choses à l'époque. Mais ce n'est pas ainsi que l'histoire s'est déroulée. Parfois, de terribles secrets meurent avec ceux qui les ont vus, ou laissent une trace d'histoire qui semble absurde jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'entends le vent par la fenêtre, qui ressemble à un hurlement légèrement prolongé. Ce ne sont pas des loups, ils sont rares dans notre région. Mais pendant un instant, je pense vaguement que quelque part dans le monde, quelque chose né dans le sous-sol polonais d'un laboratoire nazi erre encore. Et il vaudrait mieux ne jamais rencontrer ces yeux qui contiennent l'appel désespéré d'une âme humaine piégée dans une carapace de loup. La guerre est au fini, mais les échos de ces sombres expériences peuvent encore envoyer un avertissement au monde. Ne répétez pas une telle folie, sinon nous serons recousus dans de nouvelles cellules sous d'autres drapeaux. Nous ne pouvons que prier pour que l'humanité soit capable de rester à l'écart d'un tel abîme, car une fois que l'on y plonge les yeux, on ne sait pas si l'on retrouvera son ancien visage ou si celui-ci sera remplacé à jamais par un profil de loup grimaçant, avec des yeux humains remplis d'une douleur et d'une rage éternelle.